Il y a malheureusement beaucoup trop de mythes autour du bilinguisme. Le premier mythe, c'est que c'est un phénomène rare. Et en fait, il n'est pas rare du tout. À peu près la moitié de la population du monde se sert régulièrement de deux ou de plusieurs langues. Un autre mythe, c'est que le bilinguisme, c'est la maîtrise parfaite et équivalente de deux langues. Ça aussi, c'est très rare. Peut-être un très grand poète, une écrivain bilingue comme Nancy Houston arrive à ce stade-là, mais comme je vous l'ai expliqué, les langues servent dans des situations différentes, dans des domaines différents, dans des contextes différents, et donc il n'y aura pas cette maîtrise équivalente. Un autre mythe touche à l'enfance, c'est intéressant parce que pendant longtemps, on a pensé que le bilinguisme allait retarder le développement cognitif de l'enfant. Et d'ailleurs, malheureusement, en francophonie, il y a encore cette idée que c'est un danger, alors que finalement, les recherches modernes montrent que ça serait plutôt l'inverse, qu'il y aurait plus d'avantages cognitifs que de désavantages. Un autre mythe concerne le développement retardé de l'enfant. On dit si un enfant grandit avec deux langues, il va être retardé. Il n'y a aucune preuve que c'est le cas. Un enfant est un être qui a besoin de communiquer. Il le fera dans une seule langue si l'entrée linguistique est monolingue. Il le fera dans deux ou plusieurs langues si elle est bi ou trilingue. Et les étapes seront les mêmes pour les enfants bilingues que pour les enfants monolingues. Il y a également le mythe que pour être bilingue, on doit être biculturel. En fait, moi je dirais probablement que dans le monde, la plupart des bilingues ne sont pas biculturels. Pensez à tous ces pays où, simplement pour vivre, vous avez besoin de deux ou trois langues. Je pense à la Tanzanie, une langue de village, ensuite une langue régionale, et ensuite une langue de l'école, n'est-ce pas? Mais ces personnes vivent dans une culture tanzanienne, n'est-ce pas? Mais ont besoin de trois langues pour leur vie de tous les jours. Donc, ces personnes sont trilingues, sans être biculturelles. De nombreuses personnes en Europe qui se servent quotidiennement de deux ou trois langues ne sont pas biculturelles. Je pense à tous les Néerlandais qui ont une très bonne connaissance de l'anglais, qui font une partie de leur scolarité en anglais, une partie de leurs études universitaires. S'ils ne sont pas allés habiter soit aux États-Unis, soit en Angleterre, ne sont pas biculturels, ils sont simplement bilingues. D'ailleurs, on peut être biculturel sans être bilingue, on peut être monolingue. Alors l'exemple que je donne toujours, c'est la personne britannique qui part aux États-Unis, qui s'y installe et qui y vit. Peu à peu, cette personne devient biculturelle. Les cultures anglaises et américaines sont suffisamment différentes pour être deux entités assez séparées, mais cette personne, à part un petit frottement dans l'accent, etc., restera monolingue, n'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention avec... il y en a trop de ces mythes, et peut-être que le dernier est un mythe politique rattaché au bilinguisme. Si on est bilingue ou même biculturel, on est forcément contre son pays d'adoption, son pays de résidence. On est forcément, comment dire, pour être vraiment, disons-le, pour être vraiment français, il vaut mieux être monolingue français, monoculturel français. Ben non. Moi j'ai grandi bilingue, je me sens autant français qu'il se trouve anglais. J'aime beaucoup la France, c'est mon pays de naissance, donc je suis très loyal vis-à-vis de la France, mais ça ne m'empêche pas également d'aimer un autre pays, n'est-ce pas? Donc on n'est pas forcément un ennemi du pays parce qu'on parle une autre langue. C'est le linguiste Gramont qui a dit à la famille Rongin comment faire, et c'est une approche qui est mondialement connue, une personne une langue, un parent une langue. Cette approche, en fait, n'est pas la meilleure approche. C'est dommage, c'est encore un mythe du bilinguisme, parce qu'il y a forcément une des deux langues qui va être minoritaire.
Et forcément, un des deux parents est bilingue. Forcément. Sinon, ils ne seraient pas ensemble. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Donc, l'enfant comprend très rapidement que la langue minoritaire est moins utile et que de toute façon, tel parent parle telle autre langue. Si les parents peuvent continuer tout de même à parler la langue minoritaire, c'est clair que dans la construction phonétique, phonologique de l'enfant dans cette langue, c'est utile. Mais la frustration de recevoir une réponse dans l'autre langue, quand en gros vous avez dit à votre enfant de multiples fois de ne pas répondre dans cette autre langue, probablement cette frustration est trop forte par rapport à l'avantage de bien ancrer le système phonologique. Donc moi, personnellement, je prône une autre approche, si c'est possible, bien sûr, si c'est possible, c'est que l'enfant ait une langue à la maison qui soit différente de celle de l'extérieur. Et la langue de la maison devra être la langue minoritaire. Alors, je sais qu'en Bretagne, il y a très peu de bretonnants maintenant, mais imaginons, les deux parents seraient bretonnants à la maison. Tout à la maison se ferait en breton. On n'aurait pas ce partage, le père parle français, la mère breton, parce que le père gagne à tous les coups et la mère malheureusement perd. Non, tout se passe en breton à la maison. Ça permet, si vous voulez, d'abord on est deux adultes à enrichir le breton de cet enfant. On obtient tout le soutien qu'on peut, comme nous avons déjà discuté, un apport, etc. Et l'enfant sait que lorsqu'il ouvre la porte de sa maison, tout se passe en breton. C'est clair, c'est net, c'est facile, n'est-ce pas? Et cette deuxième approche, donc une langue à l'intérieur, une langue à l'extérieur, fonctionne en fait, recherche un appui bien mieux que l'approche une langue, une personne. Bien mieux. Et c'est ça que je prône en fait, si c'est possible. Il y a toute cette recherche extraordinaire et assez récente sur les effets cognitifs du bilinguisme. Il me semblerait que le bilinguisme améliore certaines opérations cognitives chez les enfants bilingues, mais d'une manière extraordinaire. Quel que soit, et j'insiste là-dessus souvent, quelles que soient les langues en question, il ne faut pas penser qu'on va développer ces ressources cognitives seulement avec un bilinguisme entre guillemets noble comme le français et l'anglais ou le français et l'allemand. Non, on va développer ces ressources cognitives avec le français et le breton, avec le français et l'arabe. Aussitôt que le cerveau commence à devoir gérer les choses, communiquer, réfléchir en deux langues, il y aura cet apport cognitif. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. D'ailleurs, cet apport cognitif va perdurer toute la vie. Et jusqu'à, malheureusement, je dis malheureusement avec un sourire, aux dernières années où parfois la démence s'installe, et des recherches très récentes ont montré que la démence est retardée d'à peu près 4 ans pour ceux qui sont bilingues. C'est ça qui est absolument incroyable. Donc si malheureusement un jour vous allez devoir développer une démence, eh ben, le fait d'être bilingue va retarder cette démence de 4 ans.